Le plus grand Coupe du Monde de l'histoire domine les gros titres depuis plusieurs mois. Et pourtant, il existe des villes qui étaient censées être le centre du monde en ce moment. Des villes avec des hôtels à moitié vides, des billets invendus et des sponsors qui scrutent leur tableau Excel avec une inquiétude visible. Cela se passe, c'est réel, personne n'invente cela. Mais il y a un autre côté de l'histoire, celui que, honnêtement, je trouve bien plus intéressant. Parce que pendant que certaines villes américaines hautes peinent à remplir leurs stades, il existe un lieu où les gens ont passé des mois sans pouvoir obtenir un seul billet. Un lieu où les tarifs des hôtels ont grimpé de 50% et continuent de monter. Un lieu où le 11 juin, 83 000 personnes vont produire un bruit que Pelé a un jour dit qu'il faut vivre de l'intérieur pour comprendre. Il ne l'a pas décrit avec des statistiques. Il n'a pas cherché des chiffres ou des projections ou des évaluations d'impact économique. Il l'a décrit comme quelque chose qui n'a aucun équivalent ailleurs sur Terre, quelque chose ressenti dans la poitrine, quelque chose qui dépasse totalement la langue. Ce lieu, c'est l'Azteca. Et ce qui se passe là, ainsi qu'à Vancouver et Toronto, est exactement le contraire de ce qui se passe dans de nombreuses villes américaines. Cette Coupe du Monde n'est pas un seul tournoi. Ce sont 3 tournois distincts qui se déroulent simultanément sous le même nom. Et la différence entre eux n'a rien à voir avec les stades ou les budgets. Elle concerne quelque chose de beaucoup plus difficile à construire et beaucoup plus facile à perdre, la vraie culture du football, celle qui ne peut pas être improvisée avec une campagne marketing ou un stade de 4 milliards de dollars, celle qui existe dans une ville ou n'existe pas. Point final. Lorsque la FIFA a sélectionné la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique en 2018, la promesse était le spectacle ultime. 48 équipes nationales, 16 villes hôtes, 3 pays, le tournoi le plus ambitieux jamais conçu. Ce que personne n'a pleinement calculé, ou peut-être que personne n'a voulu calculer, c'est que ces 3 pays ne vivent pas le football de la même façon. L'écart entre la façon dont chacun d'eux se rapporte à ce sport devait forcément devenir le vrai fil conducteur du tournoi. Et ce fil, avec le match d'ouverture presque à nos portes, est déjà inscrit dans les données avec une clarté difficile à ignorer. C'est de cela qu'il s'agit. Des chiffres que personne ne rassemble, des villes qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas, et de ce que tout cela dit sur ce qu'est réellement le football, et pour qui il existe vraiment lorsqu'il est organisé à cette échelle. Mais il y a autre chose que les chiffres ne saisissent pas tout à fait. Il existe un type de visiteur qui se présente à Mexico City, Guadalajara et Monterrey, et qui ne correspond pas du tout au profil typique du touriste de la Coupe du Monde. Ils ne viennent pas pour 3 jours regarder un match et repartir à l'aéroport. Ils viennent pour des semaines. Ils louent un appartement. Ils travaillent à distance. Ils organisent donc toute leur vie autour du calendrier des matchs. Des Européens, des Sud-Américains, des personnes qui ont fait le calcul et ont compris que si vous devez de toute façon dépenser de l'argent en billets d'avion et en billets d'entrée, il est plus logique de s'installer dans une ville où la meilleure cuisine du continent, une scène culturelle qui ne s'arrête jamais et une ambiance footballistique qui ne peut être fabriquée à partir de rien. Ils choisissent l'immersion plutôt que la commodité, et les villes qu'ils choisissent en disent long. Ce type de visite a un impact économique différent du tourisme conventionnel. Il est plus réparti, plus durable. Il profite aux quartiers, aux marchés locaux, aux restaurants familiaux, aux vendeurs ambulants, pas seulement aux grands hôtels du centre-ville. C'est peut-être sans que quiconque ne l'ait planifié ainsi, un modèle intéressant pour réfléchir à la façon dont les grands événements internationaux peuvent s'intégrer aux villes de façon plus organique, plus durable. L'argent ne circule pas seulement dans un seul code postal avant de disparaître. Il se diffuse. Guadalajara a 4 matchs au programme et une ville qui attend ce moment depuis des années. Monterrey, avec le stade BBVA sur fond de Sierra Madre, possède l'une des meilleures ambiances footballistiques de toute l'Amérique latine. 13 matchs au total au Mexique. 13 fois ce pays va démontrer ce qu'il sait depuis des décennies, que le football n'est pas un produit de divertissement que l'on consomme. C'est quelque chose qui appartient à une identité collective. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend en 4 ans de préparation. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Il vaut la peine de s'arrêter sur Monterrey en particulier, car c'est la ville haute qui reçoit le moins d'attention et qui illustre peut-être le mieux tout ce dont nous parlons. Le stade BBVA n'est pas l'Azteca. Il ne porte pas le mythe ni le poids historique de l'Azteca. Mais il possède quelque chose qui ne peut pas non plus être improvisé, une base de supporters qui, depuis des décennies, a transformé ce stade en l'un des lieux les plus intimidants du continent pour tout adversaire visiteur. L'atmosphère au BBVA lors d'un grand match des Rayados n'est pas fabriquée.
Elle est méritée lentement au fil des générations qui font de ce stade le centre de leur dimanche. Les Rayados et les Chivas ne sont pas seulement des clubs de football dans leurs villes respectives. Ce sont des institutions qui structurent la vie sociale de millions de personnes. Cette distinction compte. Une franchise sportive génère des revenus. Une institution génère une identité. Il y a un détail qui résume tout cela mieux que n'importe quelle statistique. La Wagne, ce mouvement collectif qui parcourt les tribunes des stades du monde entier, a été inventé à l'Azteca. Dans les années 90, parmi les foules qui remplissaient Ventouty ces tribunes lors de la Coupe du Monde de 1986, ce n'était pas l'idée d'un directeur du divertissement. Ce n'était pas une initiative d'entreprise ou une technique officielle de gestion de la foule. Elle est née spontanément d'une masse de personnes qui avaient été ensemble assez longtemps pour développer leur propre langue commune. Personne ne l'a annoncée. Personne ne l'a coordonnée. Elle a simplement commencé, parce que c'est ce qui arrive quand une foule est tellement connectée à ce qu'elle regarde. C'est ce que le Mexique apporte à 2026. Lorsque ses supporters accueilleront les équipes nationales du monde entier dans leur propre stade, ils ne se comporteront pas comme des spectateurs neutres qui ont acheté un billet pour voir un spectacle. Ils se comporteront comme ce qu'ils sont, des gens qui ont passé toute leur vie dans ces tribunes et qui savent exactement comment cela doit se sentir. Les joueurs le remarquent, les arbitres le remarquent. Les entraîneurs en parlent lors des conférences de presse pré-match, généralement en disant quelque chose de prudent et professionnel, alors qu'en réalité, ils sont un peu effrayés. Et les caméras de télévision du monde entier le remarqueront aussi, même s'il est difficile de donner un nom à quelque chose d'aussi difficile à définir que la différence entre un stade plein et un stade vivant. Cela dit, il faut reconnaître quelque chose qui est souvent négligé dans ce type d'analyse. Le Mexique n'est pas arrivé à 2026 sans ses propres défis. La rénovation de l'Azteca a duré bien plus longtemps que prévu. Il y a eu de véritables moments d'incertitude quant à savoir si le stade serait prêt à temps pour le match d'ouverture. La logistique interne d'un pays qui accueille 13 matchs dans 3 villes séparées par des centaines de kilomètres n'est pas une opération triviale. Ce qui distingue le Mexique, ce n'est pas que tout se soit déroulé sans accroc. C'est que lorsque quelque chose a mal tourné, la culture autour du football a agi comme un amortisseur de choc. Les supporters n'attendent pas que l'expérience soit parfaite avant de s'y engager. Ils viennent au match et quand il arrive, ils célèbrent avec une intensité qui n'a rien à voir avec l'efficacité des entrées du stade ou le crash d'une application officielle pendant la phase de groupe. Il y a quelque chose d'émancipateur là-dessus, et c'est un point que les organisateurs de grands événements devraient probablement étudier plus attentivement qu'ils ne le font habituellement. Passons au Canada. L'histoire canadienne est différente, et à certains égards encore plus importante, parce qu'elle n'est pas portée par des décennies de tradition footballistique. Le Canada n'a pas la mémoire accumulée de l'Azteca ou des générations de supporters qui vivent ce sport comme une religion séculaire. Ce que le Canada possède en 2026, c'est tout autre chose. C'est la première fois de l'histoire qu'une Coupe du Monde masculine se joue sur le sol canadien. La première fois. Pour un pays qui construit une culture footballistique à partir de zéro depuis une dizaine d'années, cela porte un poids émotionnel difficile à quantifier mais très facile à ressentir. Les réservations d'hôtels dans les villes canadiennes hôtes ont grimpé de 163% par rapport à la même période l'an dernier. Pas 163% de plus que certaines villes américaines, 163% en termes absolus d'une année sur l'autre. La province de Colombie-Britannique attend environ 350 000 visiteurs venant spécifiquement à Vancouver pour le tournoi. Les estimations de Deloitte pour la grande région métropolitaine de Vancouver projettent de plus d'1 million de nuits d'hébergement liées à la Coupe du Monde. En comparaison, New York enregistre maintenant environ 100 millions de dollars de moins de revenus hôteliers que prévu initialement. Le contraste n'est pas subtil, il n'est même pas proche. Pourquoi le Canada a-t-il fonctionné ? Il faut être honnête et reconnaître qu'une partie de la réponse est assez simple. L'entrée au Canada pour la plupart des supporters internationaux est simple. L'autorisation de voyage électronique prend quelques minutes en ligne, coûte 7 $ canadiens et n'implique pas les exigences documentaires financières ou les incertitudes sous-jacentes qui ont compliqué les voyages aux États-Unis pour les citoyens de nombreux pays. Dans le climat politique et migratoire actuel aux États-Unis, les supporters internationaux trouvent de plus en plus le processus de visa difficile à gérer. Certains rapports indiquent que les exigences de caution et le contrôle accru aux frontières ont découragé les voyageurs de dizaines de pays.
Le gouvernement américain a annoncé qu'il allait assouplir certaines de ses exigences de caution pour les participants à la Coupe du Monde, mais le préjudice sur les délais de planification était déjà fait pour de nombreux fans. Ce n'est pas un jugement politique sur la politique d'immigration américaine, c'est simplement la reconnaissance que lorsque la logistique se complique, les gens ajustent leurs plans. Et en 2026, ajuster les plans a signifié, pour beaucoup de supporters internationaux, choisir Toronto ou Vancouver plutôt que Dallas ou Kansas City. Mais le Canada possède quelque chose de plus que la simple facilité administrative. Toronto est, selon la plupart des mesures significatives, la ville la plus culturellement diverse du monde. Plus de 50% de ses habitants sont nés hors du Canada. Quand la Coupe du Monde arrive à Toronto, des fans venus de Bosnie, du Portugal, de Corée du Sud, du Sénégal, n'ont pas forcément besoin de prendre l'avion depuis leur pays d'origine. Beaucoup d'entre eux vivent déjà là. La ville n'a pas besoin d'importer le monde pour donner à la Coupe du Monde une atmosphère. Le monde est déjà installé dans ses quartiers, dans ses restaurants, dans ses ligues de football, dans les débats autour d'un café sur les résultats du week-end dernier. C'est un avantage qu'aucune ville ne peut fabriquer en 4 ans de préparation. Soit vous êtes ce que vous êtes, soit vous ne l'êtes pas. Vancouver suit une logique différente mais tout aussi solide. Le BC Place se situe au cœur du centre-ville, avec les montagnes en toile de fond et l'océan Pacifique à proximité. Sa position géographique en fait le point d'entrée naturel pour les fans venant du Japon, de Corée du Sud, d'Australie et de toute la région du Pacifique. Le cluster occidental du tournoi relie Vancouver à Seattle, San Francisco et Los Angeles, ce qui signifie qu'une personne arrivant au Canada peut assister à plusieurs matchs sans devoir franchir les exigences d'entrée américaines si elle préfère ne pas les affronter. Cette flexibilité logistique a eu un impact réel et mesurable sur les décisions de réservation. Les fans qui souhaitaient un voyage multimatch et qui trouvaient le côté américain logistique intimidant ont trouvé une alternative claire. Il y a un autre aspect de l'histoire canadienne qui mérite plus d'attention qu'il n'en reçoit habituellement, le rôle que l'équipe nationale elle-même a joué. Le Canada s'est qualifié pour la Coupe du Monde du Qatar en 2022, pour la première fois depuis 36 ans. Le résultat sportif était modeste. Ils ont été éliminés en phase de groupe sans victoire. Mais quelque chose a changé dans la perception du football à l'échelle nationale. Alphonso Davies était déjà une superstar mondiale avant le Qatar. Vainqueur de la Ligue des Champions, champion d'Allemagne, l'un des meilleurs latéraux gauche de la planète, mais la Coupe du Monde a transformé l'équipe nationale en un projet collectif auquel toute une génération de Canadiens s'est identifiée d'une manière qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Ils ont vu leur équipe sur la plus grande scène mondiale, et ils en ont voulu plus. Ce capital émotionnel, accumulé entre 2022 et 2026, explique en partie pourquoi les réservations ne proviennent pas uniquement de touristes internationaux. Il existe une véritable demande intérieure des Canadiens qui souhaitent voir leur équipe jouer sur le sol national pour la première fois de l'histoire. Ce type de carburant ne vient pas d'une campagne marketing. On ne peut pas l'acheter ni le programmer. Il s'accumule au fil des années de résultats, de déceptions, de qualifications enfin réussies. De voir un gamin d'Edmonton devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et penser pour la première fois que c'est aussi notre sport. Le football canadien n'est pas une tradition centenaire. Mais en 4 ans, il a accompli quelque chose qui pourrait valoir encore plus. Il est devenu quelque chose que les gens sentent vraiment leur. Et en termes de fréquentation et d'ambiance, cela vaut autant que des décennies d'histoire accumulées. Et puis il y a le côté américain du tournoi, où l'histoire est nettement plus compliquée. Il y a des villes hôtes où 80% des hôtels signalent des réservations inférieures à la normale estivale. Il y a des billets qui restent sur le marché de revente pendant des semaines à des prix que personne n'achète. Il y a des villes qui s'attendaient à un impact touristique transformateur et qui, pour le moment, regardent leurs chiffres avec une réelle inquiétude. Selon l'American Hotel and Lodging Association, la FIFA a effectué d'énormes réservations d'avance de chambres dans toutes les villes américaines hautes, puis a annulé jusqu'à 70% de ces réservations dans des villes comme Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphie et Seattle. L'association affirme que cela a créé une demande artificielle qui a trompé les hôtels, les poussant à surstaffer et à surestimer leurs revenus. La FIFA a nié ces accusations, affirmant que toutes les libérations de chambres ont suivi les calendriers contractuels. Mais quelle que soit la responsabilité attribuée, le résultat est le même. Les hôtels des grandes villes américaines se retrouvent avec un stock qu'ils espéraient en vendre il y a des mois et qui n'a pas été vendu.
À Philadelphie, 75% des hôtels ont déclaré des réservations plus faibles que prévu. Les tarifs hôteliers dans certaines villes restent au-delà de $300 la nuit, un prix bien au-dessus du budget de nombreux fans internationaux qui auraient autrement fait le voyage. Les prix ont baissé d'environ 20% ces dernières semaines, mais pour beaucoup de fans, cet ajustement est arrivé trop tard pour modifier leurs plans. Tout cela est réel et documenté. Il ne sert à rien l'ignorer ou le minimiser, tout comme il ne sert à rien le surexagérer au-delà de ce que les preuves soutiennent. Le football génère son propre énergie une fois les matchs lancés, et il est tout à fait possible que certaines des projections les plus pessimistes s'avèrent trop pessimistes. Des réservations de dernière minute pendant les phases à élimination directe pourraient en changer le tableau de façon significative. Mais il existe un problème structurel du côté américain de ce tournoi qui ne disparaît pas simplement parce que le premier sifflet retentit, et il concerne quelque chose de plus profond que les tarifs hôteliers ou la complexité des visas. Il s'agit de la relation entre le football et le supporter sportif moyen américain. Ce n'est pas que le football ne grandit pas aux États-Unis. Il grandit clairement. La MLS bénéficie de plus de soutien aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les joueurs américains évoluent au plus haut niveau du football européen. L'équipe nationale masculine des États-Unis possède un vrai talent, de réels investissements et de réelles attentes pour ce tournoi. Mais le supporter typique de football américain est encore, dans la plupart des cas, quelqu'un qui regarde à distance, sans le lien émotionnel d'une personne pour qui le football est la première chose qu'elle vérifie le matin et la dernière pensée avant de dormir. Organiser une Coupe du Monde en partant du principe que ce lien existe, ou qu'il peut être créé artificiellement par un marketing institutionnel et des stades à plusieurs milliards de dollars, c'est confondre le contenant avec le contenu. Les sites hôtes américains sont impressionnants sur le plan architectural et logistique. Le problème n'est pas ce qu'ils offrent à l'intérieur du stade. Le problème, c'est ce qui se passe à l'extérieur, les heures avant le coup d'envoi, les bars à proximité, les rues. L'atmosphère d'une Coupe du Monde ne se construit pas à l'intérieur de l'arène. Elle se construit dans toute la ville. Chaque quartier, chaque bar diffusant le match, chaque conversation dans la file d'attente d'un food truck, chaque inconnu qui se tourne vers un autre inconnu après un but. Pour que cela se produise, il faut une ville qui a collectivement décidé que cet événement compte réellement, non pas parce que quelqu'un le leur a dicté, mais parce qu'ils le ressentent déjà profondément. C'est difficile à fabriquer en 4 ans. Le contraste avec ce qui se passe au Mexique et au Canada est trop net pour être ignoré. Une question émerge de tout cela et je pense qu'il faut la poser clairement. Qu'est-ce qui fait réellement fonctionner une Coupe du Monde ? Est-ce l'infrastructure, la capacité du stade, l'ampleur des investissements ? Les données de 2026 suggèrent qu'aucun de ces éléments, à lui seul, ne suffit. Ce qui semble fonctionner, c'est une combinaison précise, un réel accès pratique pour le fan international, une culture locale qui absorbe l'événement de façon organique plutôt que de le construire de l'extérieur, et une connexion émotionnelle au football qui précède l'annonce du tournoi de plusieurs décennies. Le Mexique possède tout cela en abondance. Le Canada le construit d'une manière qui paraît authentique et, honnêtement, plus impressionnante à y regarder de plus près. Et l'écart entre ces deux pays et plusieurs villes américaines hôtes dit quelque chose d'important sur ce qui se produit lorsque la FIFA privilégie le plus grand marché au détriment du plus passionné, et découvre trop tard que la taille et la ferveur ne sont pas interchangeables. Il faut garder à l'esprit, après tout ce que nous avons examiné, qu'au 11 juin, quand le Mexique montera sur le terrain de l'Azteca et que 83 000 personnes qui attendent 40 ans ce moment réagiront ensemble, ce ne sera pas seulement un match de football, ce sera quelque chose qui n'a pas de nom précis. Le genre de choses qui reste avec vous pour toujours, même si vous n'êtes pas dans le stade. Même si vous regardez depuis votre canapé à 5000 km, le volume à fond. Ce son. Cette image. Cet instant où tout un pays libère ce qu'il retenait depuis des décennies. Cela ne peut pas être programmé. Cela ne peut pas être conçu dans une salle de conférence à Zurich. Soit cela se produit parce que les conditions se sont accumulées pendant 60 ans, soit cela n'arrive jamais. Et à l'Azteca, le 11 juin, cela se produira. La question qui me laisse dans l'inconfort, et que je pense qu'il faut poser à haute voix, est la suivante. Est-ce que quelque chose changera après cela ? Est-ce que la FIFA examinera les données de 2026 ? Le contraste flagrant entre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et prendra des décisions différentes pour les futurs tournois ? Ou allons-nous revenir dans 8 ans,
face à un autre pays riche, un autre stade gigantesque, une autre promesse du spectacle définitif, avec le même problème sous-jacent toujours non résolu, parce que le problème n'est pas logistique, il est philosophique. C'est la différence entre voir le football comme un marché à exploiter et le voir comme une culture à protéger. Et tant que cette distinction n'aura pas réellement pénétré la salle où ces décisions sont prises, tant que les signataires des contrats ne l'auront pas réellement confronté, ce type de conversation devra rester nécessaire.